Donc nous sommes réunis pour cette première session pour discuter des apports que les mouvements sociaux qui agitent le monde arabe offrent à la pensée politique et de manière plus générale à la recherche en sciences sociales, qu'il s'agisse des théories de la transition démocratique, comme vient d'en parler Azmi Bishara, ou tout simplement des pratiques et de la méthodologie de la recherche. Alors c'est un questionnement qui est parti d'un sentiment partagé que c'était des évolutions politiques et des soulèvements populaires qui avaient eu un impact, qui ont eu un impact profond sur la recherche, un impact d'autant plus important sans doute qu'ils avaient été qu'ils avaient été imprévisibles et qu'ils ont pris tout le monde de court. L'une des évolutions manifestes qu'on peut noter d'emblée, c'est sans doute un recentrage assez clair de la recherche sur les études des mouvements sociaux, notamment. Azmi Bishara a mis en avant un certain nombre d'éléments qui, selon lui, sont symptomatiques de ce que toutes ces expériences politiques apportent aux théories de la transition démocratique, de la modernisation démocratique. Il a parlé, par exemple, il a donné, par exemple, l'idée de la notion de révolution réformiste. Il a mis en avant l'importance de certains facteurs, notamment la question de l'existence d'une culture démocratique au sein des élites, de l'importance de la question de l'unité nationale dans la réussite et l'évolution de ces processus. Mais il y a aussi un élément que je tiens à souligner, qui est le fait que ce sont des évolutions politiques qui ont été à l'origine d'une abondante littérature académique, universitaire et de recherche en arabe, et qui constitue aujourd'hui un corpus incontournable pour les sciences sociales et sans doute sans précédent sur des événements contemporains. Et donc on est face à un vaste champ de réflexion dont les enjeux nous semblent cruciaux, puisqu'ils impliquent finalement un renouvellement de notre regard en tant que chercheurs sur les évolutions politiques de la région. Donc pour en parler, nous avons réuni un historien, Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, qui est responsable du département d'histoire internationale au Graduate Institute à Genève, et un chercheur et professeur en sciences politiques, Stéphane Lacroix, qui est professeur à l'Institut des affaires internationales à Sciences Po. Alors, Jalil Asbaï s'excuse parce qu'elle est souffrante, elle est elle aussi historienne, elle devait intervenir, mais elle ne pourra pas, donc on aura un petit peu plus de temps à la fin pour les questions. Et donc, on va commencer avec vous. Je vous laisse la parole, donc vous avez 20 minutes. Merci pour votre aimable introduction. Bonjour mesdames et messieurs. D'abord, je tiens à exprimer mes remerciements aux organisateurs, le Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris, le docteur Al-Kawakibi et tous ses collègues, la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, le professeur Henri Lorenz, sa collègue le docteur Jalil Asbaï et tous leurs collègues. Je voudrais présenter 3 idées liminaires de façon à nourrir le débat et l'échange avec la salle, l'échange avec mes collègues également. Poursuivant tout ce qui a été présenté ce matin, qui nous permet déjà d'entrer en matière de manière assez précise sur à la fois, je dirais, la notion de transformation politique au sens large, comme vous venez de le résumer, conceptuellement, mais également dans l'actualité historique, ces 10 dernières années, un peu plus loin, et de manière précise sur la région du monde arabe. Mes 3 idées essentielles, je vous les donne de façon liminaire afin de les noter. Premièrement, le discours sur le changement politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a historiquement été dominé par 2 principales notions, à mon sens: l'autoritarisme de l'État postcolonial, avec lequel il fallait faire rupture,
et la transition politique qu'il fallait introduire à la suite de cette même rupture. Deuxièmement, ce paradigme qui a dominé les débats depuis le milieu des années 1970, prenant ampleur durant les années 90 et se rejouant au lendemain des révoltes de 2011, s'est nourri, à mon sens, d'une triple construction. La centralité, d'abord, de l'acteur étatique. Deuxièmement, la linéarité de cette séquence de transition. Et troisièmement, le binôme de ces perspectives de succès ou d'échec. Le troisième groupe d'idées, tout puits de sens qu'il a pu être, et il n'était pas fondamentalement problématique puisqu'il naissait logiquement de cette double limitation étatisme et transitologie, ce paradigme, il me semble, a néanmoins en réalité confiné conceptuellement les lectures de la notion de transformation politique au sein du monde arabe, historiquement, et notamment en ce qui concerne trois autres aspects que l'on pouvait depuis un moment déjà, et que nous devrions aujourd'hui, à mon sens, mettre en avant, à savoir la fluidité de ces processus, l'originalité des expériences, au-delà de l'incubation occidentale, et troisièmement, la non-linéarité de la démocratisation elle-même. Et c'est en ce sens que je conçois l'idée de laboratoire, entre guillemets, le titre de notre conférence, c'est-à-dire un espace de co-création universelle, et j'insiste sur ce terme, de l'universalité de la chose, et non pas un laboratoire hiérarchisé pour tester ailleurs et planifier l'implémentation ici-bas, en Occident donc, voire de rapatrier les résultats s'ils sont, comme ils peuvent l'être, positifs. Et nous devons, à mon sens, insister sur cet examen universel de l'expérience au sein du monde arabe. Et c'est tout un paradoxe, parce qu'on doit en même temps, peut-être pas un paradoxe, mais une difficulté, puisqu'on doit à la fois zoomer, entrer en matière sur les spécificités de cette expérience, l'historiciser, la contextualiser, et donc donner des clés de lecture qui pourraient être des outils de travail, d'analyse, toujours plus précis, mais sans avoir à se départir de ce téléchargement de la transitologie, comme on vient de l'entendre, qui a existé. Et vous avez rappelé également qu'il y a eu beaucoup de travaux dans le monde arabe en ce sens-là. Monsieur Bichara l'a rappelé. Nous avons effectivement eu tendance à concevoir cette discussion comme étant des area studies, n'est-ce pas, effectivement, vis-à-vis d'une ère du monde, là où on peut tout à fait concevoir, on l'a fait dans d'autres domaines des sciences sociales, mais pas encore dans la transitologie, retourner l'interrogation, faire ce que j'appelle la reversibilité de l'interrogation et considérer que c'est une autre area studies, une autre area to be studied, pour être plus précis, serait peut-être l'Europe ou les États-Unis. Hamid Dabashi vient de signer un ouvrage en ce sens qui s'appelle Europe and its Shadows, qui vient de sortir, qui fait précisément ça, entrer en matière sur l'examen des spécificités conceptuelles et non pas simplement par rapport à la zone de notre région. Donc, concernant le premier point, à savoir le legs de l'étatisme et la transitologie, à l'image du politique de manière générale, vous le savez, le processus de transition démocratique demeure dans le monde arabe, ou est demeuré longtemps, inscrit dans ce canevas historiquement déterminé par des référentiels et une expérience exogène. Au Maghreb, le logiciel est français. Au Mashriq, il est britannique et américain. Des deux côtés, l'Union européenne se mêle un peu de tout ça, notamment en ce qui concerne l'assistance électorale, entre guillemets, et autres aides à la démocratie, entre guillemets. Formule bureaucratique, euphémisme de contrôle international, intrinsèquement et éminemment néocolonial. Ce focus sur le lien entre la frustration liée à l'expérience postcoloniale et partant l'architecture elle-même de la transition démocratique telle qu'elle a été développée à l'aune des transitions sud-européennes, sud-américaine, est-européenne, donc années 60, plutôt la première partie du XXe siècle pour l'Europe de l'Ouest, puis l'Europe du Sud, Portugal, Grèce, Espagne, et bien entendu l'Europe de l'Est depuis les années 90, et également, on l'a entendu, un processus dont les résultats sont connus, sont donnés d'avance. Ah, d'accord. On m'a demandé de ralentir, de parler plus doucement pour la traduction. Donc, ces processus de transition régionalisés, comme je le disais, en Europe principalement, à l'ouest, au sud et à l'est, des processus aux résultats connus d'avance. Donc, il y a une forme de tour de passe-passe là-dedans.
ou en tout cas une conditionnalité, comme dirait l'Union européenne en ce sens-là, ceci a bordé et a fermé, à mon sens, conceptuellement, la trajectoire escomptée, attendue en réalité, de ces transitions. Et s'il y a donc besoin aujourd'hui de repenser ce paradigme, comme je nous y invite, c'est qu'il me semble qu'il a été limitatif, à l'image, à nouveau, des grandes lignes de la pratique du politique au sud décolonisé. Ces trajectoires ont été dérivatives. La transition politique, telle qu'on peut la lire durant les années 80, 90, jusqu'aux années 2000, est toujours celle concernant la réforme de l'État, la maturation des sociétés arabes ou africaines, la nécessaire sophistication attendue de ces sociétés, qui doivent prendre exemple sur et démontrer leur capacité à acter le démocratique, alors qu'elle peut sembler offrir une perspective comparative. Cette lecture est en fait téléologique, la transition devenant rapidement une fin en soi, et donc une nouvelle condition que l'acteur externe, occidental toujours, peut être en mesure d'évaluer, de contrôler, d'orienter, de juger, de définir, faisant abstraction de ses évidents intérêts, on l'a entendu en Libye par exemple, ou le fait même qu'au sein de son modèle, celui qu'il promeut, peut-être pas simplement les prémices, mais la crise démocratique elle-même est en train de se jouer. La Tunisie est un pays aujourd'hui en voie d'intégration. La France est un pays en voie de désintégration. Le Ghana est un pays qui avance dans son processus démocratique. La Grande-Bretagne est un pays qui recule dans son processus démocratique. À maints égards, si le politique postcolonial au Moyen-Orient n'a été que conflictualité, et c'est vrai, à l'évidence, c'est parce qu'il a été enfermé dans cette double question, qui est toujours concernant le dépassement de la chose étatique. L'État, forme et substance westphalien. J'y reviendrai en conclusion. Concernant le second point, ce triple second point, centralité de l'acteur étatique, linéarité de la séquence démocratique, transition, et binôme succès ou échec, la nature de ce qui s'est produit dans cette séquence, située historiquement entre 1960 et 2000, les choses se compliquent un petit peu dans l'après 11 septembre, où le vecteur sécuritaire, vous le savez, prend tout, englobe tout désormais, est une vision donc, c'est la nature de ce qui s'est passé, est une vision de la transformation politique où l'ensemble de l'exercice est stato-défini, stato-centré, stato-contrôlé. Je crois que c'est vraiment le talon d'Achille de la transition démocratique telle qu'on l'a pu concevoir dans cette première grande phase. C'est cet étatisme paralysant. Et il est difficile à dépasser, puisque la chose étatique, l'État est ce qui doit être, avec lequel on doit faire rupture, c'est ce qui doit être réinventé, c'est l'outil de la transition, donc il y a une forme de circularité dans cette question. Mais la question de l'État est à mon sens important. Et je ne dis pas ça non pas pour élever l'importance de l'État, tout au contraire, mais pour voir cliniquement la difficulté de réformer, de traiter cette chose étatique. Et j'y reviendrai dans mes conclusions dans quelques minutes. Les oppositions, d'ailleurs, elles-mêmes, n'existent que contre le pouvoir, n'est-ce pas, entre guillemets, comme on l'appellerait en Algérie. De fait, lorsqu'ils le deviennent, ils sont incapables, lorsque les oppositions deviennent le pouvoir, ils sont incapables de s'émanciper de ce mindset. On l'a vu en Égypte, bien sûr. Cet état d'esprit initialement déformé dans l'année de transition, c'est-à-dire. Au-delà des limites de la transitologie, et sur ce, je vous invite à consulter, si vous le voulez, un ouvrage que nous avons signé avec mon collègue Timothy Sisk il y a 2 ou 3 ans, sur la limite de la transitologie qui s'appelait Democratization in the 21st Century, Reinventing Transitology. Et d'ailleurs, on l'a entendu avec notre collègue, M. Bichara, la notion de consolidation, n'est-ce pas, est très importante. Le dernier chapitre de cet ouvrage, que signe Philipp Schmitter, invite à dépasser la transitologie vers la consolidology, comme il l'appelle, pour essayer de voir comment cette phase de la transition n'a pas été assez examinée. Ce processus donc, a forcé une lecture singulière comme forme dominante de comprendre la notion de transition. Par exemple, parmi ces limites de la transition, surtout lorsqu'on les examine aujourd'hui à l'aune de ce qui se passe dans notre région, il n'y a pas de démarcation entre l'établissement ex nihilo de la démocratie, à savoir là où elle a été complètement absente, de situations ou de tentatives où
on a eu une possibilité d'exister différemment, mais où les normes n'ont pas été formellement introduites. Au sein du monde arabe, ceci soulève la question des précédents, des toutes premières périodes de lutte anticoloniale au XIXe siècle, où le constitutionnalisme, qui a eu sa période importante en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, voire même en Libye avec le mouvement nationaliste tout au début, et tout ceci avait rapidement cédé priorité, avait cédé le pas plutôt, vous le savez, au momentum des mouvements nationalistes. Donc ce moment de constitutionnalisme qui aurait pu être un point d'ancrage de la transition a rapidement été dépassé par à nouveau le fait étatique à travers son versant révolutionnaire, arabe, nationalisme, panarabisme, etc. Donc il y a cette lecture. Et donc, lorsqu'on lit, notamment dans les analyses occidentales concernant la transition dans le monde arabe, on a cette forme d'idéologisation de l'homme de la rue, c'est toujours un homme d'ailleurs, l'homme de la rue qui est conçu dans ce vecteur nationaliste qui est en fait un détournement de la notion de l'État. Il est le produit de ces appareils, n'est-ce pas, contre lesquels il s'élève. Il n'est pas un acteur en soi. Et lorsqu'on y arrive un peu tard avec cette génération à concevoir qu'il peut avoir quelque agency, comme on l'appelle en anglais, on en arrive à rapidement réintroduire ceci par la fenêtre et étudier sa psychologie, sa virilité, etc., au lieu de traiter des questions de citoyenneté qui sont, à mon sens, centrales, et je suis entièrement d'accord, ou d'éthique d'ailleurs, ces deux mots ont été prononcés ce matin. Une telle linéarité n'est pas fortuite. Elle a logiquement assis la transition dans le monde arabe et plus globalement au Sud dans une logique de performance à l'égard du moment de rupture avec l'ancien régime. Échec ou succès, haut ou bas, victoire ou défaite. L'équation est encore et toujours donnée sous une forme manichéenne. Et c'est d'échec, bien entendu, qu'il s'agit. Un échec presque systématiquement décrété au Nord sur le ton « on vous l'avait dit ». On l'a entendu dès 2011, dès les premiers mois de 2011. Une forme attendue doit émerger, et doit émerger vite, alors que les transitions prennent des décennies, un demi-siècle, 80 ans, 400 ans en Grande-Bretagne, 150 ans à 200 ans en France. La transition en Europe de l'Est se joue encore. Les transitions en Amérique latine connaissent un renouveau, alors qu'elles ont été presque décrétées un succès il y a déjà une trentaine d'années. Si l'expérience est difficile, c'est que la démocratie arabe a échoué. Le courrier international titrant « L'échec du printemps arabe en quelques mois » ou la manchette du Time Magazine « The World's Worst Democrats », des clés de lecture certes médiatiques, mais qui sont repris par les décideurs et les intellectuels. Un tel orientalisme, à l'évidence, est par la suite, et ça devient plus problématique, intériorisé par les sociétés arabes qui, mezzo voce, entonnent le refrain du « Nous ne sommes pas prêts pour la démocratie », voire du « La démocratie n'est pas pour nous ». Les conflits de l'après-printemps arabe viennent solidifier cette perception, alors qu'ils ne sont que des conflits relativement normaux dans la longue durée de la transition, comme on l'a entendu. En d'autres termes, la transition politique souffre les aléas de l'orientalisme, et celui-ci est souvent intériorisé par les démocrates arabes. Et le vrai comparatif, celui de l'histoire, celui des autres aspects, celui du fait aussi que la transition européenne, si elle a réussi, ou en tout cas si elle a pu avancer, n'oublions pas qu'elle était en parallèle avec le colonialisme et que les bienfaits, entre guillemets, je parle des bienfaits économiques à l'évidence du colonialisme, ont permis à ces sociétés de décoller lors de la révolution industrielle. Et donc ces avancées dans la métropole avaient lieu également pendant qu'il y avait cette expérience. Et on a tendance un peu à oublier ce lien en soi. Concernant le troisième point, et je commence à conclure, à savoir ce triple troisième point, l'oubli de la fluidité des processus, l'originalité des expériences et la non-linéarité des démocratisations. La dépendance sur ce mode particulier de comprendre la transition du politique, qui montre aujourd'hui ses limites, à mon sens, s'illustre également par le fait, mesdames et messieurs, que la transition a généralement été perçue comme étant inévitable. Et là, je suis plus sur le versant conceptuel de la discussion. Or, il se peut peut-être que certaines situations post-révolutionnaires, si révolution il y a, je ne suis pas sûr qu'il y a eu ni révolution ni transition en Égypte, par exemple, n'aboutissent pas en fait à des situations qui n'aboutiraient pas à l'initialisation, même accidentelle, d'un processus de transition. Elles peuvent, par exemple, subsister, parfois pendant longtemps, très longtemps, sous les aléas de conflits sociaux, politiques, militaires, actifs ou frozen, comme on dit, dans l'après-révolution, si révolution il y a eu à nouveau.
Un tel état de non-transition, par exemple, serait peut-être plus adéquat pour décrire ce qui se passe en Libye depuis la mise à mort de Kadhafi et l'exposition publique de son corps. Autre variante, la géopolitisation de la transition, qui sont sortis de leur séquence politique, domestique, locale, éthique et de citoyenneté, pour être mises dans un canevas de géopolitique. J'entendais hier que la porte-parole du gouvernement français disait que la France avait vocation ou devait rester au Sahel tant que ces questions n'étaient pas restées. Et je m'étonnais de la normalisation d'un tel discours sécuritaire, alors que lorsque j'étais au Mali il y a quelques temps, la question était par rapport à la transition et non pas la présence d'un acteur externe qui enfanterait, qui donnerait dans un tel langage purement, non pas néocolonial, mais je dirais simplement colonial, la démocratie en ce sens. Les expériences arabes du XXIe siècle nous révèlent un politique en fluidité, en transformation permanente. Il est très porteur. Je suis très optimiste pour la démocratie dans le monde arabe. Je vois qu'au sein de ces sociétés, le changement attendu, au moins depuis les années 70, au sein du monde arabe, ne pouvait à l'évidence pas se jouer en 2011 dans le sens de cette génération, celle parlant de libéralisation politique durant les années 90 dans les colonnes du Monde diplomatique, version arabe, mais à l'évidence dans le sens attendu par la nouvelle génération des e-révolutionnaires, avec tout ce que cela a impliqué comme incapacité à traduire le virtuel et institutionnel avec l'impatience de ceux qui acclamaient, par exemple, également, et on doit le rappeler, Abdel Fattah al-Sisi. Ces jeunes de Tahrir Square ont acclamé les hélicoptères en ce sens-là. Avec aujourd'hui le prisme aussi du transnational. Comment faire une transition aujourd'hui lorsqu'on a cet aspect? Aussi, en conclusion, il me semble qu'il importe d'explorer cette possibilité de réinvention du concept de transition, non pas dans une forme culturaliste suivant laquelle une version arabe de la démocratie serait mise sur le marché, en restant qualitativement dérivative, à l'image de ces produits halal, bière halal ou autres, mais plutôt en un apport de ces expériences en train de donner sur la notion elle-même de transition qui doit être examinée en ce sens. Mes excuses pour la traduction, je m'emporte sur ces questions qui sont très importantes. Au final, une telle évolution passe nécessairement par un changement de paradigme de l'État lui-même. Je disais que j'allais y revenir, qui nécessite une dé-westphalianisation. On ne peut repenser aujourd'hui les transitions, le processus, sans refonder l'État, l'idée de l'État. Au-delà du canon occidental, cet exercice inédit, mais nécessaire, est rendu difficile par le fait que l'État non occidental est une notion définie négativement. L'histoire de l'idée de l'État est partant de ce qui s'oppose à l'État, donc tous les mouvements non étatiques, et l'histoire toujours d'une conception non occidentale, d'une histoire d'une conception occidentale. Fondement gréco-romain, Hobbes, Machiavel, traité de 1648 ou autres, Rousseau, Marx, Weber, l'État-nation et les relations internationales telles qu'on les enseigne un peu partout. Ça, c'est le canon dans lequel nous avons été amenés à concevoir, dans lequel ces générations, notre génération, a concevoir l'État. Or, il me semble que ceci est aujourd'hui obsolète. Il n'est pas en phase à la fois avec les relations internationales telles qu'on les pratique, ni avec les notions de transition telles qu'on peut y répondre. Répondre précisément à la question quel pourrait être l'État ailleurs ouvre la voie à une meilleure lecture des processus en cours au Moyen-Orient. Je donnerai 3 pistes pour terminer sur cette idée de réinvention de l'État. La nature du contrat social, qui fait écho à la notion de citoyenneté telle qu'on y a pensé. Les arrangements autour de la notion du pouvoir. On le conçoit essentiellement dans cette conception classique autour de la notion de force, mais peut-être qu'il y a une idée autour de la notion du pouvoir qui est de celle de compétence, qui est attendue principalement à la suite de la citoyenneté. La notion, troisièmement, de territoire. La contiguïté moderne de l'État n'est plus aussi puissante ou invocatrice que la transnationalité de l'État postmoderne. Et finalement, l'idée de combat. Et là, je reviens à cette idée de démarcation, de préservation. Le combat peut être, pour certaines de ces transitions, le moment même. Il y a une temporalité dans les transitions qui est très importante. On donne sens à une voie à un moment de la transition, celui de la révolution, la rupture dont je parlais, qui est fondamentale pour ces populations, on l'a vu,
Et à la suite de ceci, les transitions qui nécessitent non pas énergie, mais capacité, deviennent beaucoup plus affaiblies. À cet égard, je remarque que les acteurs non étatiques peuvent contribuer au state building. Yazid Zahir a écrit un ouvrage là-dessus qui montre comment les groupes palestiniens, par exemple, sont principalement les groupes non étatiques, sont les vecteurs du state building et non pas un acteur étatique au sens traditionnel. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche et vivifiante. J'en retiendrai 2 points essentiels. Je crois l'idée de ce que vous appelez un statocentrisme de la recherche qui conduit finalement à percevoir l'homme de la rue, à idéologiser l'homme de la rue et à sous-estimer au fond un certain nombre de questions, notamment celle de la citoyenneté, et à sous-estimer l'importance des motivations éthiques dans les demandes populaires. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça permet d'une part de mettre en évidence le rôle très spécifique joué par les sociétés civiles dans ces mouvements, et aussi de mettre en valeur le fait qu'on est vraiment face à des logiques de réinvention de l'État, de réinvention des citoyennetés et de la notion même de citoyenneté. Et enfin, il y a quelque chose de remarquable aussi que vous avez dit, qui est au cœur de la réflexion qu'on souhaite avoir aujourd'hui, qui est au fond le fait que l'Europe et les États-Unis devraient aussi être considérés comme des area studies, et que ce qui se passe aujourd'hui au Proche, au Moyen-Orient, au Maghreb devrait nous inviter à porter un regard sur les démocraties occidentales. Et ça, c'est quelque chose, voilà, l'idée d'interroger finalement, de mener une réflexion comparée sur le devenir des mouvements sociaux dans le monde arabe et en Europe est un sujet qui sera discuté cet après-midi et qui nous tient particulièrement à cœur. J'espère que vous serez là. Avec plaisir. Et donc je donne la parole à Stéphane. Stéphane, il publie beaucoup sur les questions d'islam politique, donc on est très heureux aujourd'hui de l'entendre sur des sujets plus vastes qui ont trait notamment à sa pratique de chercheur et sa grande pratique du terrain. Merci Claire, merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, en fait, j'ai quand même parlé beaucoup d'islam politique, Claire. J'avais initialement voulu, effectivement, essayer d'élargir la réflexion à cette question des printemps arabes et des sciences sociales. Et puis, je me suis aperçu que le domaine était très vaste et que, du coup, il allait falloir choisir un prisme. Et par des formations professionnelles, je suis revenu à un prisme que je connais bien, qui est celui de l'islam politique. Et qui, voilà. Donc, du coup, je vais parler surtout de ça. Et en particulier des leçons qu'on peut tirer des printemps arabes pour, justement, l'étude de l'islam politique de manière plus large. Alors, je voudrais d'abord m'excuser parce que je suis un peu jet-lagué. J'ai passé 24 heures dans un avion et j'ai tombé malade à l'aéroport hier. Donc, mais je vous ai pas fait faux bon. On n'a pas besoin de préciser que tu es pardonné d'avance. Voilà. Donc mon propos va donc porter sur l'islam politique dans l'après printemps arabe et des différentes leçons, là encore, qu'on peut en tirer pour l'étude de l'islam politique. Alors, je vais parler beaucoup de Tunisie et d'Égypte, mais pas seulement. Quand je parle de printemps arabe et de leçons qu'on peut tirer de printemps arabe, ce qui m'intéresse, c'est à la fois le moment révolutionnaire initial et la question de la manière dont les islamistes sont positionnés dans le moment révolutionnaire initial, la question des transitions, et donc en particulier en Égypte et en Tunisie, parce que, comme l'a rappelé Aznub Shara, c'est les 2 seuls pays où on peut vraiment parler de transition, et donc le rôle des islamistes dans ces transitions, et puis en particulier dans le cas de l'Égypte,
ce qui se passe à partir du moment où la contre-révolution se manifeste brutalement et met fin à la transition à partir de l'été 2013. Et donc là encore, le comportement politique des islamistes est intéressant à étudier dans ces différentes phases. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que quand on parle d'islam politique dans cette période de post-printemps arabe ou de printemps arabe, on parle d'acteurs extrêmement divers, puisque l'islam politique il va se manifester sous des formes très diverses. Pensons par exemple à l'Égypte en 2011, où on voit se créer pas moins d'une vingtaine de partis politiques issus de l'islam politique. Donc on a une offre politique qui est extrêmement large, avec évidemment les frères musulmans qui vont créer leur parti de la liberté et de la justice, qui sont on va dire la force centrale, mais on va voir aussi des partis politiques qui se disent islamo-démocrates, mais qui sont issus de l'islam politique, qui eux viennent de ces courants qui avaient fait scission des frères musulmans et qui veulent se positionner au centre. On va voir des salafis entrer en politique, différentes catégories d'ailleurs de salafis qui entrent en politique. Et donc on va avoir des anciens djihadistes qui déposent les armes et qui entrent en politique en se disant salafis. Donc on a un éventail extrêmement large de partis. Ce sont des partis qui, dans les urnes, remportent des succès massifs. Alors, dans le cas de l'Égypte, c'est vraiment visible. On est à 72-73% des voix aux premières élections législatives de la fin 2011 pour des partis islamistes. Répartis de la manière suivante, à peu près 45% pour les frères musulmans, 25% pour le principal parti salafiste qui a fait alliance avec d'autres petits partis salafistes, et 2-3% pour des partis qui sont plutôt islamo-centristes. Donc si on met tout le monde bout à bout, on est à 3/4 de l'électorat qui va pencher dans ce sens-là. En Tunisie, c'est un peu moins, mais c'est quand même déjà massif. On est au-dessus de 40% pour Ennahda. Donc on voit que dans les pays où il y a des élections, les islamistes, évidemment, sont très forts dans les urnes. Ce qui est intéressant d'abord à remarquer, c'est que l'essentiel de ces organisations n'étaient pas des organisations qu'on pourrait dire révolutionnaires. En 2011, les organisations islamistes dominantes, qu'elles soient frères musulmans ou salafis, jouent un rôle relativement secondaire dans le déclenchement des révolutions. Si on prend l'Égypte, les islamistes se rallient beaucoup plus tard à la révolution. Les frères musulmans vont mettre 2-3 jours à décider de se rallier à la révolution. Les salafis vont mettre 15 jours, en fait, se rallient juste au dernier moment. Et donc, dans ces deux cas, en effet, on voit que ceux qui ont été à la manœuvre, les groupes qui ont produit l'événement révolutionnaire, qui ont introduit dans cette mécanique bien rodée de l'autoritarisme de Moubarak l'élément qui allait faire dérailler la machine, ce sont des groupes qui ne viennent pas de l'islam politique. Alors, ça va d'ailleurs expliquer que ces groupes-là et les forces de l'islam politique vont se vouer une haine massive dans les années qui vont suivre. On pense particulièrement au 6 avril en Égypte, et les frères musulmans, ça va toujours être compliqué, parce qu'il y a toujours ce discours des 6 avril qui va dire c'est nous qui avons fait la révolution, et c'est eux qui par la suite en ont tiré les bénéfices. Et les frères musulmans eux-mêmes se défendront de ces accusations. Et ce sera toujours un débat qui sera compliqué et tendu. Alors pourquoi les islamistes n'étaient pas révolutionnaires, entre guillemets, dans ces épisodes-là? Moi je crois qu'il y a un argument qu'on peut dire, entre guillemets, idéologique, mais que je crois mineur, c'est de dire qu'effectivement, quand on regarde l'idéologie des frères musulmans, on est toujours dans quelque chose de plutôt réformiste. Quand on lit Hassan al-Banna, on est plutôt dans une réforme de l'État. On n'est pas dans un discours qui est un discours de transformation radicale du politique. Chez les salafis, c'est pareil. On était encore plus loin de ça, puisque chez les salafis, il y avait une position qui était plutôt, avant la Révolution, apolitique. On se tenait à l'écart du politique. Je crois aussi qu'il y a un autre argument qui me semble encore plus intéressant pour comprendre pourquoi les islamistes n'étaient pas révolutionnaires. Cet argument, il a été développé par Assef Bayat, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'islam politique, et qui explique le caractère non révolutionnaire des frères musulmans par l'importance de leur ancrage social. Il a un papier où il compare l'Iran et l'Égypte. Il explique pourquoi les islamistes iraniens des années 70 étaient révolutionnaires et pourquoi les islamistes égyptiens des années 70, en particulier les frères musulmans, et par la suite les frères musulmans jusqu'aux années 2000, ne sont pas révolutionnaires. Et il explique, il dit, les frères musulmans, ils ont une telle présence sociale, ils sont tellement inscrits dans le tissu social de l'Égypte, avec des organisations, des associations, un tissu extrêmement large
et donc avec une interpénétration très forte entre le mouvement islamiste et la société. Tout ça dans un accord tacite avec des autorités qui les tolèrent parce qu'en retour, ils espèrent sous-traiter une partie du contrôle social, hein, de fait, aux frères musulmans. Eh bien, tout ça fait que les frères musulmans ne peuvent pas se permettre d'être révolutionnaires. Ils ont trop à perdre à être révolutionnaires. Or, explique Assef Bayat, en Iran, précisément, c'est parce que les islamistes étaient beaucoup moins ancrés socialement dans les années 70 qu'ils vont se permettre d'être révolutionnaires. Et puisque dans les années 70, en Iran, c'est plutôt la gauche qui domine. Et les islamistes sont plutôt marginaux, explique Assef Bayat. Moi, là encore, ça a été contesté, mais je trouve que la thèse est intéressante. Et donc, on voit bien, en effet, pourquoi nos islamistes égyptiens, soit les frères musulmans ou les partis salafis, qui ont une présence sociale massive, qui sont institutionnalisés, qui ont un tissu associatif extrêmement développé, tout ça avec un accord tacite passé avec l'État, n'ont aucun intérêt à risquer tout ça. Et les frères musulmans le disaient. La raison, quand on leur demandait le 26 janvier 2011 pourquoi ils n'étaient pas dans la rue, ils vous disaient si on descend dans la rue et que ça ne se passe pas bien, c'est nous, comme organisation, qui allons prendre. Et donc tous nos efforts pendant des décennies pour construire tout ce qu'on a construit vont être mis à bas. Alors, donc je crois que c'est important de comprendre aussi pourquoi, pas simplement, et je reviendrai sur cet argument, c'est pas simplement une histoire idéologique, c'est aussi une histoire de conditions structurelles qui font que les islamistes, dans des contextes comme celui de l'Égypte, n'étaient pas voués à devenir les premiers révolutionnaires. Et en l'occurrence, ils ont pris le train en marche. Une fois qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose et que donc le risque valait la peine d'être pris. C'est ce qui explique le ralliement tardif des frères. En même temps, effectivement, une fois que la révolution a eu lieu, ils sont de fait les mieux placés pour l'emporter dans les urnes. Là encore, la raison, elle est plus structurelle qu'idéologique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une lecture basique qui voudrait dire c'est parce que c'est le langage de l'islam, c'est lecture un peu marxisme de l'islam politique qui voudrait que c'est la religion, c'est l'opium du peuple, et donc les gens vont voter pour les islamistes parce qu'ils utilisent le langage de l'islam. Or, cet argument-là ne marche pas. En 2011, en Égypte, tout le monde utilise le langage de l'islam. Donc les islamistes n'en ont pas du tout le monopole. Ça continue d'ailleurs aujourd'hui. Le général Sissi passe son temps à faire des références à l'islam et à utiliser les symboles de l'islam pour se légitimer. Donc la question du langage religieux n'est pas ce qui distingue les islamistes, et en particulier les frères musulmans. Ce qui les distingue, c'est là encore leur ancrage social. Et en période post-autoritaire, dans une Égypte qui sort de l'autoritarisme, bien cet ancrage social, il donne aux islamistes une longueur d'avance sur tous les autres, tout simplement. Parce que en contexte autoritaire, la plupart des organisations concurrentes, prenez par exemple les syndicats en Égypte, n'existaient quasiment pas, où il y avait un syndicat officiel, mais vous n'avez pas de syndicat indépendant en Égypte. Donc le seul groupe qui a une organisation, une présence sociale organisée, ce sont les frères musulmans en 2011. Et, dans une moindre mesure, la prédication salafie. Ce sont les deux groupes qui ont une organisation, parce qu'en période, l'autoritarisme peut détruire toute forme de contre-pouvoir, et c'est ce qu'il fait, mais effectivement, les organisations religieuses ont une capacité à résister plus que d'autres, parce qu'elles ont le religieux comme repli, en particulier les mosquées et les associations islamiques pour se replier. Et donc, évidemment, elles émergent de l'autoritarisme avec une organisation déjà présente qui leur donne une longueur d'avance sur tous les autres. Donc, ça vous explique pourquoi, là encore, en 2011, les islamistes vont avoir cette longueur d'avance. Ça, c'est quelque chose qui arrive dans la phase immédiatement post-autoritaire. Il n'est pas dit du tout que dans une démocratie routinisée dans le monde arabe, les islamistes feraient toujours les mêmes scores. Moi, je reviens du Pakistan, où les islamistes, dans un pays qui est tout aussi religieux que l'Égypte, on ne peut pas dire que le Pakistan soit moins religieux que l'Égypte, les islamistes ne font pas des très bons scores aux élections, par exemple. On est dans un pays où la compétition politique, elle existe depuis presque 70 ans. Donc il y a un parti islamiste, l'équivalent, on pourrait dire local, c'est le Jamaat Islami d'Abul Ala Maudoudi, qui est un peu l'équivalent des frères musulmans. Puis vous avez toute une foule d'autres partis islamistes. Et ils font des scores qui sont plutôt pas très bons aux élections. Le Jamaat Islami, il fait 2-3%. Vous avez d'autres partis qui font des scores un peu plus importants. Mais on n'a pas du tout ce sentiment d'hégémonie politique massive des islamistes dans le cas pakistanais.
Donc, là encore, cette hégémonie qu'on va voir en 2011 dans les premières élections du monde arabe, elle est surtout liée au contexte de sortie de l'autoritarisme. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, si la transition se prolonge, si la compétition se routinise, les résultats seront toujours les mêmes. Ce qui explique d'ailleurs que... alors, cette condition de... Pardon, si on pense au cas du Soudan actuellement et de ce qui se passe au Soudan, on a justement une révolution qui s'est opérée contre un régime militaire, mais qui par ailleurs, lui, se réclamait de l'islam politique. Et les révolutionnaires il y a un bras de fer qui a duré pendant quelques temps pour imposer une période de transition de 3 ans avant les premières élections. Et c'était le calcul, en fait. C'était de dire, justement, si on fait des élections trop vite, ce sont forcément les forces déjà installées, c'est-à-dire soit les partis, alors en l'occurrence, c'était l'ancien régime qui va l'emporter, mais qui se réclame aussi de l'islam politique. Et donc, une période de 3 ans permet de rebattre les cartes, de recréer une pluralité de forces politiques. Et on sait qu'en période de transition démocratique, c'est crucial. C'est-à-dire que ce que nous montre en particulier la transitologie, c'est qu'il n'y a rien de pire, en fait, que l'hégémonie initiale d'une force politique sur les autres. Parce que ça fait dérailler la transition. C'est-à-dire qu'en fait, la situation idéale pour une transition démocratique, c'est un équilibre. C'est un équilibre des forces, qui fait que chacun a intérêt à ce que la transition démocratique se poursuive. Puisque chacun pense qu'il peut continuer à l'emporter dans les urnes. Quand on pense à l'Égypte de 2011, l'hégémonie massive des islamistes, dès le départ, avec quasiment les 3/4 des voix, fait que d'emblée, les libéraux, à la fin 2011 en Égypte, se considèrent vaincus. C'est-à-dire que dès 2011, le sentiment chez les libéraux égyptiens, que je l'appelle libéraux, tout le camp non-islamiste, hein, la gauche, les gens comme Baradei, etc., considèrent qu'ils ne peuvent pas gagner dans les urnes. C'est-à-dire que c'est une fatalité que les islamistes, de toute façon, l'emporteront. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que les libéraux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on va voir se dérouler ça pendant l'année et demie suivante. Ils vont aller voir l'armée. Ils vont petit à petit se rapprocher de l'armée et donc aller chercher des moyens extra-légaux pour faire dérailler la transition, et en l'occurrence, une intervention ou un coup d'État militaire. Donc, cette question de l'hégémonie initiale des islamistes, qui s'explique pour des raisons structurelles très claires et très évidentes, elle pose problème. C'est pour ça que le cas de la Tunisie, évidemment, était beaucoup plus favorable à une transition démocratique, parce que dans un cas initial, il y avait un équilibre des forces. Et c'est cet équilibre des forces qui était nécessaire à la poursuite de la transition, chacun considérant qu'il avait des chances de l'emporter dans les urnes. Et donc la dynamique pouvait se poursuivre. Alors, l'autre problème des organisations islamistes dans ces contextes de transition démocratique, c'est aussi que vous avez des organisations qui se sont construites en contexte autoritaire et pour résister à l'autoritarisme. Et que ce que requiert une période autoritaire n'est pas ce que requiert une période de transition démocratique. Ce que je veux dire par là, c'est que les frères musulmans, par exemple, qui ont résisté à Nasser et à Sadat et à Moubarak, l'ont fait au prix d'une organisation qui est une organisation qui s'est, en Égypte, développée autour de la culture du secret, qui est important, évidemment, face à un régime autoritaire, de la culture de l'obéissance, hein, qui implique, là aussi, qu'on fonctionne de manière en interne relativement autoritaire, avec un chef, et on donne des ordres, et on applique les ordres, ce qu'ils appellent la jundia, parce qu'il faut fonctionner... on est en guerre, entre guillemets, contre le régime autoritaire, et donc on fonctionne comme une petite armée, avec une vision, donc... du monde assez paranoïaque, puisqu'évidemment, on est là encore en permanence soumis aux attaques du régime autoritaire. Par ailleurs, on se replie sur soi pour se protéger. Donc, les frères musulmans fonctionnent un peu comme une société dans la société, hein, en Égypte, sous Moubarak et avant, avec des intermariages entre membres des frères, qui sont très courants, souvent les frères sont mariés entre eux, avec des business qui sont des business frères, où les frères travaillent, ce qui leur donne une position, ce qui leur permet de se protéger face à l'autoritarisme, mais qui, en période de contexte démocratique, là aussi, va leur poser problème, puisque dès lors, ils vont être plus aisément accusés d'être une société, d'être un État dans l'État, d'une certaine manière. Et cette rhétorique-là, effectivement, elle va être utilisée massivement contre eux en 2011-2012, où précisément, on va les accuser d'être, et le terme va revenir dans le discours politique égyptien, une ta'ifa, c'est-à-dire comme un groupe, c'est le même terme qu'on utilise pour désigner les groupes confessionnels en Syrie, par exemple. C'est-à-dire, en fait, de s'être constitué comme un groupe à part dans la société. Et donc, ils vont chercher à se casser cette image en essayant de se poser en parti politique comme les autres. Mais cette image, elle va en permanence leur être renvoyée.
Et donc, là aussi, ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué pour les organisations de ce type, c'est le passage de l'autoritarisme à la sortie de l'autoritarisme. Et je crois que c'est aussi certainement ce qui a desservi les frères, au moins dans la mesure où ça a nourri l'argumentaire de leurs adversaires. Et je crois que là aussi, c'est important. Cela dit, cette caractéristique des frères, comme de cette culture de l'obéissance en particulier chez les frères, qui font société au sein de la société, explique aussi en partie pourquoi, après 2013 en Égypte, vous n'avez pas du tout de basculement massif des frères musulmans vers la violence après le coup d'État. C'est-à-dire de scénario à l'algérienne, ce qu'on pourrait imaginer, puisque la violence qui s'exerce contre les frères musulmans à l'été 2013, on peut imaginer que théoriquement, elle aurait appelé une contre-violence, de type de ce qui s'est passé en Algérie en 92 après le coup d'État. Or, en fait, chez les frères, vous avez une culture de la non-violence qui est assez bien ancrée dans l'organisation depuis l'époque de Al-Hudaybi à la fin des années 60 et de la sortie de la période nassérienne, avec cette culture de l'obéissance qui fait que quand on donne l'ordre de ne pas faire quelque chose, les frères écoutent les ordres qu'on leur donne. Et donc, après 2013, il y a un groupe minoritaire de frères qui va faire scission et qui va prôner la violence révolutionnaire contre le régime de Sissi. Mais l'immense majorité des frères va se refuser à suivre cette voie-là, alors même qu'ils sont eux-mêmes visés par une violence massive, puisqu'il y a 60 000 prisonniers politiques, le massacre de Rabat, qui est plus d'1 millier de personnes, etc. Et donc là, donc en retour, on va voir aussi que cette caractéristique des frères et cette culture de l'obéissance, elle va empêcher que les frères musulmans ne basculent massivement dans une violence qui aurait pu produire un scénario à l'algérienne qui ne s'est pas du tout produit dans le cas de l'Égypte, puisque la guerre entre l'État et les groupes islamistes, en fait, elle concerne des groupes relativement des petits nombres, entre guillemets, en Égypte. Alors, des petits nombres à l'échelle de l'Égypte, mais ce n'est pas 2 millions de frères musulmans qui ont pris les armes après l'été 2013. Donc, ça aussi, c'est intéressant à observer. Autre point, et je vais peut-être terminer sur ça, sur la question de l'idéologie et de pourquoi l'idéologie est secondaire pour comprendre ce qui se passe dans l'islam politique après 2011. Là encore, quand on compare l'expérience politique égyptienne et tunisienne, ou l'expérience des islamistes égyptiens et tunisiens, on voit effectivement des différences majeures qui sont liées à la transition démocratique dans les deux pays. Et souvent, on va expliquer la différence entre les deux expériences, là encore en ayant recours à l'idéologie, en expliquant que d'un côté, Ranouchi, en Tunisie, était connu pour être celui qui, dès les années 90, avait produit une pensée islamiste réformée en pensant la démocratie et l'inclusion des islamistes dans la démocratie, en pensant le pluralisme politique et l'inclusion des islamistes dans le pluralisme politique, en pensant, je pense à un livre de Ranouchi de 1995 qui s'appelle « Les libertés politiques dans l'État islamique », Al-Hulat al-Amma fi ad-Dawla al-Islamiyya, par exemple, qui est un livre qui, à l'époque, est considéré comme poussant, ou en tout cas un développement important dans la pensée islamiste dans le sens d'une acceptation du référent démocratique. Et généralement, on dit donc que les islamistes tunisiens avaient fait le chemin idéologiquement depuis les années 90 avec Ranouchi, et les islamistes égyptiens ne l'avaient pas fait. Ça, c'est l'argument qui est donné. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument-là, parce que pour moi, je pense qu'effectivement, de fait, Ranouchi avait écrit des choses qu'on trouve moins chez les islamistes égyptiens, mais ce qui va expliquer les trajectoires différentes des uns et des autres est plutôt lié, là encore, aux conditions du moment. Je l'explique. En 2011, ce qu'on oublie, c'est que ce qu'ont dit les islamistes tunisiens et ce qu'ont dit les islamistes égyptiens initialement est exactement la même chose en termes de stratégie politique. Nahda, d'emblée, après la Révolution, dit « on veut une alliance politique large qui n'inclut pas que des islamistes », ça deviendra la Troïka dans le cas tunisien, avec le Takattol et le parti de Mansef Marzouki, le CPR, donc une alliance avec un parti islamiste et 2 partis non islamistes. Et d'emblée, Nahda dit « on ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle ». C'est exactement ce que disent les frères musulmans égyptiens en 2011. D'emblée, les frères musulmans égyptiens vont chercher à faire une alliance avec des groupes non islamistes et fonder ce qu'ils appellent une coalition démocratique, incluant d'emblée, ils vont se mettre en dialogue avec le WAFT, avec le Parti social-démocrate égyptien, avec d'autres partis, pour former une alliance qui inclut des islamistes et des non-islamistes. Et les frères musulmans, en 2011, disent on ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle. Donc ils disent exactement ce que dit Nahda. Donc
Donc ce qui va expliquer pourquoi les choses en Égypte ne vont pas se passer comme elles se passent en Tunisie n'est pas lié à l'idéologie des uns et des autres, elle est liée à la manière dont la transition et la compétition politique en particulier dans les deux pays va structurer la transition, et en l'occurrence au facteur des salafis dans le cas égyptien. C'est-à-dire que ce qui va expliquer pour moi la différence majeure entre l'Égypte et la Tunisie, ce qui explique d'une certaine manière que la transition égyptienne déraille, c'est le facteur salafi. Je crois qu'on ne peut pas sous-estimer l'importance de ça. C'est-à-dire que, d'emblée, les islamistes égyptiens se trouvent doublés par leur droite, par un groupe auquel ils ne s'attendaient pas, qui, dans les urnes, remporte 25% des voix à la fin 2011, et qui fait de la surenchère en les accusant à chaque fois que les frères musulmans essayent de se positionner vers le centre. Ils ont les salafis qui leur rappellent qu'ils ont trahi tel et tel point religieux, que telle ou telle alliance est illicite religieusement. Donc ils ont un groupe qui fait de la surenchère de conservatisme religieux. Et donc les frères musulmans vont se retrouver écartelés entre d'un côté une tendance à aller vers le centre qui était leur volonté initiale, et une force qui se situe à leur droite et qui fait de la surenchère sur le religieux et sur le conservatisme, et qui, de fait, montre dans les urnes sa capacité à remporter 25% des voix aux premières élections. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important, d'autant que ce qui va expliquer en particulier que les frères musulmans vont présenter un candidat à la présidentielle, c'est qu'un salafiste, qui est Hazem Salah Abou Ismail, décide en avril 2011 de lancer sa candidature et apparaît au printemps 2012 comme étant quelqu'un qui a des chances de l'emporter dans l'élection présidentielle égyptienne. Et c'est ce qui va faire que les frères musulmans vont eux-mêmes décider d'envoyer un candidat à l'élection. Alors même qu'au départ, ils ont passé un an à dire qu'ils ne le feraient pas. Mais ils ont laissé un espace de fait à un candidat qui est un électron libre, en vérité, qui n'appartient d'ailleurs pas au mouvement salafiste majoritaire, qui est Hazem Salah Abou Ismail. Et c'est ce qui va expliquer que les frères vont trahir leurs promesses en se disant, si Hazem Salah Abou Ismail est élu, il y aura un islamiste président de la République. C'est quelqu'un sur lequel on n'a aucun pouvoir, qui n'est pas nous. Donc, en plus, le monde entier va considérer que ce sont les islamistes qui ont pris le pouvoir, alors que nous, en fait, on sera restés à l'écart. Et ce sera à la fois ce sera une catastrophe pour nous comme organisation, donc on présente un candidat. Ce qui va faire qu'effectivement, ils vont trahir la promesse qu'ils avaient fait initialement de ne pas présenter de candidat. De fait, en présentant un candidat, ils vont aller à l'affrontement frontal avec l'armée, et ça va mener à ce qu'on connaît de la période du mandat Morsi et du coup d'État militaire à la fin. Donc là encore, ce que je veux dire, c'est que, et je vais terminer sur ça, ce que nous rappelle toute cette période de transition, c'est que le facteur de l'idéologie, là encore, je ne crois pas qu'il soit du tout important. Ou en tout cas, je pense qu'il est secondaire. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les frères musulmans, ce qu'a fait Narda, était souvent dicté par les conditions du processus politique en cours dans les deux pays, avec effectivement un certain nombre de conditions structurelles qui encadraient les opportunités et les contraintes du processus. Et les islamistes se sont positionnés dans ce champ d'opportunités et de contraintes, mais le facteur idéologique était relativement secondaire. Les frères musulmans, dans d'autres conditions, auraient tout à fait pu faire ce qu'a fait Narda. Ce n'était pas une question de... Alors, juste quelque chose, là encore, et terminer juste sur un dernier point, puis j'y vois François Burga, je vais lui faire plaisir, je vais lui rendre hommage. Parce qu'il y a cette question, justement, qui s'est posée du post-islamisme dans tout ça. François Burga avait eu, avec un certain nombre de ses collègues, un débat sur la validité de la notion de post-islamisme à la fin des années 90. Et en particulier, qu'est-ce que ces périodes de transition démocratique post-printemps arabe nous apprennent du post-islamisme? En fait, pas grand-chose, à mon avis. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de post-islamisme comme un mouvement téléologique qui voudrait que les islamistes aient été, là encore dans l'imaginaire de ceux qui avaient au départ promu le terme, à un moment très doctrinaire et soient devenus de plus en plus pragmatiques pour, in fine, se fondre dans le modèle politique dominant. C'est un peu ça que voulait dire, en tout cas chez certains, le mot post-islamisme. Et que du coup, il y aurait une évolution graduelle, un peu à la manière des théories de la modernisation, qui voudraient que les islamistes sortent petit à petit de l'idéologie pour petit à petit devenir pragmatiques et donc devenir une force politique comme les autres, et donc qui joue pleinement le jeu de la démocratie, par exemple.
Moi, je crois qu'en fait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que tout dépend du contexte. Et François Burgot, à l'époque, avait dit, voilà, je me souviens de votre réponse au débat, qui était de dire, en fait, le concept pose problème parce que les islamistes sont toujours les islamistes. C'est-à-dire c'est les conditions objectives de leur exercice du politique qui va déterminer quel type de posture politique ils vont prendre. Et donc, évidemment, ce qui va expliquer pourquoi les islamistes tunisiens font ce qu'ils font, et ce que les islamistes égyptiens font ce qu'ils font, et pas que les uns sont post-islamistes et les autres sont islamistes, c'est les conditions objectives dans lesquelles les uns et les autres se meuvent à partir de 2011, qui va expliquer en particulier la question de leur trajectoire. Voilà, je vais m'arrêter là, et merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane donc, d'avoir rappelé... d'avoir mis en valeur l'importance du contexte, parce qu'effectivement, la tentation est grande quand on fait cette comparaison entre l'évolution, la façon dont les frères musulmans tunisiens, les islamistes tunisiens ont été capables de saisir le moment démocratique, à l'inverse de leurs amis égyptiens. La tentation est grande, effectivement, de pointer l'idée d'un déficit de culture démocratique au sein des frères musulmans égyptiens, etc., alors même qu'on est conscient et on sait que dès avant 2011, il y avait toute une frange des frères musulmans égyptiens qui avait énormément évolué idéologiquement.